En l'espace de 8 ans, la demeure de l'amiral Didier Latyrek n'a subi aucune reconstruction. Après la fuite de cet ancien chef d'État après la crise de 2002, plus aucune réhabilitation n'a été entamée. C'est après la chute du régime Ravaloman et après les nombreuses négociations politiques que des perspectives de reconstruction des lieux se feront, car l'amiral allait revenir. Et c'est vers la moitié de cette année que des rumeurs ont commencé à circuler et à se faire entendre. Xavier Latyrek était de passage sur les lieux vers la fin de la semaine dernière pour voir de plus près l'évolution des travaux. Ce sont les matériels utilisés pour la mise en place des échafaudages qui ont été érigés actuellement. Les arbres se trouvant dans l'enceinte ont été également coupés. Mais la maison principale, elle, n'a subi aucune réhabilitation. Rappelons que le domaine d'Amboudiatafan s'étale sur une superficie en hectares. L'appel d'offres au sujet de la réhabilitation des lieux a été effectué dès le mois d'août de cette année. Mais les responsables au sein de la société Soavind n'ont encore rien touché jusque-là. 23 agents d'exploitation se trouveront à la porte prochainement si aucune disposition ne sera prise par les autorités responsables au niveau de l'ATT. En effet, la note interministérielle tenue le 7 octobre dernier, mettant fin à l'existence et aux attributions de l'unité de contrôle des véhicules ou UCV, a également entraîné une cessation des attributions des agents travaillant au sein de cette structure. Les éléments de la police nationale qui avaient œuvré au sein de l'UCV ont de suite été placés dans d'autres postes. Pareil pour les éléments de la gendarmerie nationale, mais seuls les agents d'exploitation au sein de l'ATT ont été informés de manière verbale au sujet de leur licenciement et les responsables au niveau de l'ATT ont souligné qu'il n'y a que 5 postes disponibles au grand maximum. De ce fait, une bonne partie de ces agents d'exploitation seront indemnisés à travers l'octroi d'une indemnité de licenciement. Ces agents d'exploitation ont noté que la suppression de l'UCV ne se pose pas comme un problème pour eux. L'objet de leur demande consiste surtout à la prise en compte de leur avenir, mais surtout au respect de l'application des dispositions du Code de travail. Ils ont également pu constater, toujours selon leur dire, que les problèmes ont survenu au sein de l'ATT à partir de la suspension des attributions de l'ancien directeur général de l'ATT vers le mois d'avril de cette année. Une fois consultés, les responsables au niveau de la direction de l'ATT ont confirmé l'insuffisance des postes vacants, un effectif qui ne suffirait pas à ces 23 agents d'exploitation licenciés. Dans tous les cas, ont-ils poursuivi, des indemnités de licenciement seront octroyées. Des rumeurs circulent aussi actuellement comme quoi ces agents d'exploitation ne percevront plus leur dû de ce mois-ci. Du côté du transport dans la partie sud de l'île, plus d'un ont remarqué que le mauvais fonctionnement au niveau des transports sur l'axe RN7, chacun fait ce qu'il veut, aussi bien les transporteurs que les supposés contrôleurs et bien évidemment les démarcheurs et les passagers. To help present this award for Best Youth Activities Program, the First Lady of Madagascar, Madame Miali Rajoelina, is here with us tonight. Monsieur le Président mondial, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur, Mesdames et Messieurs les présidents nationaux chefs de délégation, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres de la JCI. Avant tout propos, je tiens à remercier chaleureusement le président Kentaro Arada-san de m'avoir invité à participer à ce congrès mondial de la JCI. Je suis heureuse d'être parmi vous ce soir et c'est un privilège de représenter mon pays qui est Madagascar. Je tiens à féliciter tous les lauréats des Awards de cette année. En cette circonstance, la JCI m'a fait le grand honneur de remettre le prix du meilleur projet visant les objectifs du millénaire. Cette récompense vient couronner l'excellence du travail qui a été réalisé. Travail qui, sans aucun doute, contribuera au progrès de la société pour atteindre les objectifs fixés par les Nations Unies. Je salue l'opportunité que la Jeune Chambre internationale offre aux jeunes de pouvoir se lancer dans des défis auxquels ils doivent savoir faire face. Force est donc de reconnaître que c'est une véritable école de la vie qui forge l'esprit d'initiative, le sens de la responsabilité et la solidarité.
C'est pourquoi je suis particulièrement fière que Madagascar en fasse partie. Et je suis persuadée que l'expérience des membres de la JCI Malgache se renforcera davantage au sein de cette organisation en vue de participer au développement de la Grande Île. Mesdames et messieurs, l'association FITI a été fondée en 2010 à la suite d'une catastrophe naturelle qui a engendré une perte importante de vie humaine et de biens matériels. Cette association que je préside aujourd'hui est animée par l'adage malgache « Nisuatao Nevenambul ». Cela signifie que tous les bienfaits que nous prodiguons à autrui demeureront comme un trésor enfoui au fond de nos cœurs. C'est justement en ce sens que l'association FITI s'active pour relever sans relâche les défis socio-économiques de notre époque. Dans cette optique, nous adoptons les valeurs communes à la JCI, dont le Fifanampin, un terme malgache qui signifie entraide et solidarité. Ce soir, nous sommes plus de 4000 jeunes, issus de 92 pays différents, réunis en ce congrès. Ne demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. Pour l'association FITI, il s'agit de penser globalement, tout en agissant localement et en anticipant les choses, en gardant nos valeurs communes. Et cela rejoint le slogan « Impact of the World » de la JCI pour l'année 2011. Comme nous le rappelle M. Henry Kiesembir, pour créer des changements positifs, nous devons nous améliorer nous-mêmes ainsi que le monde qui nous entoure. Il ne s'agit plus de demander à ce que l'on nous vienne en aide, mais de nous aider mutuellement, ce qui traduit très bien le concept Homoyari, qui est plus que familier pour vous. Mesdames et messieurs, notre vie est en perpétuelle transition. Transition de la naissance à l'enfance. Transition de l'enfance à l'adolescence. Transition de l'adolescence à l'âge adulte. Et transition de l'âge adulte jusqu'au voyage sans retour. Jeunes du monde, mobilisons-nous encore plus. Il est temps de nous donner la main pour rendre meilleur ensemble ce monde qui nous est si cher, en donnant tout simplement le meilleur de nous-mêmes. Gardons en notre esprit que le meilleur moment de notre vie, c'est la jeunesse. Avant de conclure, j'aimerais adresser tous mes vœux de succès au nouveau président, Bertolt Taens. Puisse l'année 2012 lui être synonyme d'une année d'action, animée par la passion. J'adresse également mes chaleureuses félicitations à tous les membres de la Jeune Chambre internationale pour la réussite de ce congrès mondial. Je vous remercie pour votre aimable attention. Contrairement aux informations véhiculées dans certains médias ce jour, le Premier ministre Omer Bérézik ne se déplacera pas en Afrique du Sud. C'est ce qu'il a expliqué ce jour au cours d'un bref entretien qu'il a eu avec la presse locale en marge de la rencontre avec des opérateurs turcs, avant d'ajouter qu'en ce moment, il concentre tous ses efforts dans la formation du futur gouvernement d'union nationale. Dans cette perspective, Omer Bérézik recevra à partir de demain, au palais de Mazouarive, les candidats ministrables proposés par les entités politiques signataires de la feuille de route. La formation du nouveau gouvernement de consensus avance donc, mais il n'a pas oublié de relancer un appel solennel à l'endroit des mouvances récalcitrantes, en l'occurrence la mouvance Raval-Manan, pour qu'elle réintègre le processus de mise en œuvre de la feuille de route. Le Premier ministre joue l'ouverture, la mouvance Ratirk est invitée à signer la feuille de route.
Selon les termes du cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, les membres du nouveau gouvernement d'union nationale devront être connus avant le 17 novembre prochain. Omer Berisic dispose donc de 10 jours pour s'atteler à cette tâche qui ne serait pas du tout facile. L'association Tamia est une des associations fêtières de la région Atsimonjefan qui bénéficie de l'appui du PNUD à travers le Small Grant Project ou SGP pour le renforcement de la gestion durable de l'aire de conservation communautaire Tsiduriek Andalatab. Ce projet qui dure 24 mois à compter de janvier 2011 a l'appui du PNUD à hauteur de $32 500. Avec cette aide, 50% de la population développe des activités dans les filières rentables spécifiques et 2 sites à vocation écotouristique sont valorisés et promus, à savoir Andatab et Sarjan. Des analyses et des études que le PNUD a menées en compagnie de ses partenaires au développement prouvent que la région de Saint-Augustin, la commune de Saint-Augustin et la région en général manquent cruellement d'infrastructures de développement. Avec la SECAM, nous venons de jeter les bases d'un partenariat durable avec la région en mettant à la disposition des populations qui, vous savez, sont très vulnérables à la région parce qu'ils sont régulièrement confrontés aux aléas climatiques, aux problèmes d'enclavement, mais également aux problèmes récurrents des cyclones et également de l'inondation, que grâce à des efforts conjugués de la communauté internationale, mais également des partenaires locaux et des partenaires de développement, mais surtout avec un engagement majeur des populations de la commune, nous pouvons arriver à faire une différence dans la vie des citoyens. En Batulili, une communauté des femmes rurales a reçu les mêmes appuis avec la présence d'une technicienne des Nations Unies. Ces femmes rurales qui n'ont pas hésité à raconter leurs problèmes quotidiens. Elles nous ont par contre exposé les problèmes qu'ils avaient et dont le plus important est le problème de l'eau, parce qu'il semblerait qu'avec les sécheresses récurrentes dans cette partie de l'île, elles ont d'énormes problèmes à trouver l'eau qu'il leur faut et pour pouvoir surtout irriguer les rizières, parce qu'on leur a transféré des connaissances sur la production du riz avec le SRI qu'elles ne connaissaient pas non plus, qui leur permet de multiplier par 2 voire par 4 la production de riz. Donc nous sommes en train de voir avec nos bailleurs de fonds comment justement régler ce problème de l'eau, parce que les canaux sont très ensablés en raison des sécheresses récurrentes, mais également du fait que parfois il faut creuser sur des centaines de mètres pour trouver de l'eau potable, puisque la plupart des puits qui sont creusés dans cette zone sont de l'eau, et ce sont des puits avec de l'eau saumâtre. En parallèle avec ces rencontres, 2 caisses de SECAM ont été inaugurées dans les 2 communes, Milenak et Saint-Augustin. 3 conventions de partenariat avec 3 microfinances, dont l'UNISECAM, l'OTIV et Vulamaasu, dans le cadre de l'appui du PNUD et de l'UNCDF, au développement du secteur de la finance ont été signées en juin. Avec l'inauguration du bureau régional de SECAM à Touliar en juillet dernier, les activités de mise en place de services financiers dans la région Atsimonjefan ont démarré. À moyen terme, 12 caisses seront implantées dans la région, dont celle de Touliar, de Saint-Augustin et de Milenak. 3000 bénéficiaires, dont 60% des femmes dans les 2 dernières communes, sont ciblés par ce projet. Notons que le réseau SECAM compte aujourd'hui plus de 130 000 membres et 176 guichets. Il offre à ses membres une panoplie de services financiers, dont 15 types de crédits et 3 types d'épargne. La situation de la caisse de Touliar après moins de 3 mois de démarrage, il y a un nombre d'adhérents de 300 et un nombre de demandes de crédit à 82. L'amiral Didier Ratsirek a vague sur sa position. Sa mouvance ne participera pas à la signature de la feuille de route tant que l'on ne tienne pas dans la capitale une conférence au sommet à laquelle participeront les 4 mouvances ainsi que les leaders des groupes politiques. Cet ancien chef d'État exprimait son point de vue par le biais d'une intervention téléphonique vendredi dernier à Tuamasen. Selon cet ancien dirigeant, cette conférence au sommet devrait se tenir avant le 17 novembre. Il a souligné qu'il contribuerait à trouver la somme nécessaire pour tenir cette conférence qui coûterait jusqu'à $1 million. Cet événement se tiendra d'ici 10 jours.
délai qui verrait aussi la mise en place d'un nouveau gouvernement pour tous les signataires de la feuille de route. Les partisans de l'ARIMA ainsi que les membres de la mouvance dirigée par l'amiral Rouge ont marqué le 75e anniversaire de cet ancien chef d'État. Les membres de la famille de l'amiral n'ont pas non plus manqué de célébrer son anniversaire. Pour l'ex-premier ministre Tanté Ndjanarif qui a initié cette célébration, il attend son procès à travers l'application des dispositions de la feuille de route. Il a offert sa tête, le prix à payer pour tenter de sauver la Grèce. Georges Papandréou s'engage à démissionner, la condition imposée par l'opposition pour la constitution d'un gouvernement de coalition. Les tractations entre les deux principaux partis du pays ont duré, mais ont finalement abouti. Le futur gouvernement d'union aura 3 ou 4 mois pour mettre en œuvre le plan d'aide européen et surtout redonner confiance. C'est un jour historique pour la Grèce. Nous allons avoir un gouvernement de coalition très bientôt, au début de la semaine prochaine. Le Premier ministre et le leader de l'opposition vont discuter demain du nom du prochain Premier ministre et des noms des ministres du nouveau gouvernement. Les Grecs, très remontés contre les mesures de rigueur imposées par la crise, restent dubitatifs. Un changement de tête en haut de l'État, une entente politique entre ennemis, suffiront-ils à les sortir du marasme ? Je ne m'attends à rien. Si les gens ne changent pas et ne comprennent pas que nous devons voter, rien ne se passera. Quelque chose se produit seulement quand nous souffrons de la faim. Il n'y a aucun leader politique pour redresser l'économie. C'est le commencement et la fin de l'État. L'échec du dernier gouvernement le prouve, et celui du gouvernement d'avant, et de chaque gouvernement. Je crois qu'un jour meilleur se profile, une semaine nouvelle, un nouvel avenir pour la Grèce et son économie. Des élections anticipées sont aussi prévues pour le 19 février. Toutes ces annonces semblent surtout destinées à rassurer les partenaires européens qui la semaine dernière avaient tapé du poing sur la table et menacé Athènes si des signes de bonne volonté n'étaient pas manifestés. Il a toujours gardé ce même visage fermé d'un homme abattu qui n'a pas dit un mot de tout le procès. Pour montrer l'état de détresse de Michael Jackson avant sa mort, le procureur a diffusé un message du chanteur totalement drogué sur le répondeur du Dr Murray. Il parle de ses futurs concerts. Alors, dans son réquisitoire, David Walgren a fustigé la négligence criminelle du cardiologue. Conrad Murray a provoqué la mort de Michael Jackson. La défense, elle, a toujours maintenu la même version. C'est Michael Jackson, malade, drogué, qui s'est injecté du propofol au point de se tuer. Si vous voulez reconnaître la culpabilité du Dr Murray, ne le faites pas parce que c'est Michael Jackson. Ce n'est pas de la télé-réalité, c'est la réalité. Pas facile pour le jury de délibérer, la pression est énorme, à l'intérieur comme à l'extérieur du tribunal, où des dizaines de fans campent depuis le début du procès.